Si nous avons pu bénéficier des effets positifs de notre organisation sanitaire, vous le dites encore aujourd'hui, et constater la volonté de coopération entre acteurs institutionnels, la gestion de cette crise nous a montré des écarts d'approche et de confiance entre un État central et l'opérationnalisation locale. De votre point de vue, quelles sont les évolutions qui paraissent nécessaires? Oui, alors les évolutions paraissant nécessaires, elles tiennent au fait évidemment qu'on a constaté, euh, même si personnellement je m'inscris un peu en critique des personnes ou des courants qui voudraient que nous ayons affronté de façon absolument parfaite la situation, qu'il n'y ait eu aucun accroc, etc. Parce qu'il aurait fallu tout prévoir, on a eu tort de ne pas prévoir. D'ailleurs, ce qui est inquiétant d'un certain point de vue, j'y reviendrai peut-être pour terminer, il y a une montée en puissance d'une logique de bouc émissaire. On veut aller traîner devant les tribunaux des responsables. Enfin, c'est le vieux réflexe anthropologique qui consiste à dire c'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Et puis, comment on peut trouver un responsable pour lui faire payer et expliquer les travers et les problèmes qui se sont présentés. Alors ça, c'est absolument catastrophique. C'est une forme de citoyenneté, ce que je conteste absolument. Ça détruit absolument la cohésion collective et l'idée même d'une communauté politique. Enfin, passons sur ce point. Donc, il y a eu des ratés. Ces ratés nous donnent des enseignements, même si, donc je reviens sur cette idée par laquelle je voulais commencer, même si la perfection n'étant pas de ce monde, comme disait ma grand-mère, on constatera toujours des ratés. Et là, en l'occurrence, d'ailleurs, était-il possible de prévoir l'imprévisible? Peut-on prévoir l'imprévisible? Parce que personne n'avait vraiment prévu ça, on n'avait pas imaginé que ce soit possible, qu'on puisse être touché par une situation de ce genre. Alors cela dit, elle révèle quelques points critiques, quelques chantiers qu'il faudrait affronter. Alors j'en pointerai quelques-uns. Bien évidemment, au niveau national, on paye la complexité du système d'administration centrale et le fait que, pour des raisons historiques et puis qui peut-être sont incontournables, l'activité du gouvernement est découpée en administration ministérielle et que quand on affronte une crise de cette nature, c'est l'interministériel qui importe, c'est-à-dire la capacité à connecter les points de vue des opérateurs. Donc on a eu le sentiment évidemment que le bateau aller à droite, à gauche, au gré des poussées des ministères et des intérêts des ministères. Le ministère de la Santé pense à un intérêt général sanitaire, ce qui est tout à fait légitime, mais l'intérêt général sanitaire ne doit pas faire disparaître l'intérêt général économique, l'intérêt général qui tient aux questions du maintien de l'ordre, de sécurité publique, etc. Il y a tout un tas d'intérêts publics qui sont défendus au niveau central. Et là, on a assisté quand même à une situation dans laquelle il y avait pour le moins, je dirais, des tensions, des incohérences, etc. Voilà. Bon, donc, on a ce premier point. On a un deuxième chantier, c'est ce chantier infini en France qui traîne depuis 40 ans et que l'on ne parvient pas à résoudre, c'est la question du central-local, c'est-à-dire ce que nous on appelle la question de la décentralisation. C'est-à-dire comment on articule le centre et les périphéries, quelles sont les compétences à délivrer à donner aux périphéries, quelles sont les compétences à l'État central, comment tout cela s'articule. Là, on a vu qu'en réalité, l'État central était globalement et souvent impuissant, que la plupart des solutions se sont bricolées au niveau local. Ce sont des adaptations locales qui les ont aménagées, mais on a vu beaucoup d'acteurs disparaître. On se demandait comment le système était piloté, quels étaient les acteurs qui avaient les responsabilités véritablement dans ce système qui est un système polyarchique. Donc entre les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État, notamment l'ARS, les ministères, le Premier ministre, la présidence de la République, on a une multitude de niveaux et on n'a toujours pas bien résolu la question de savoir qu'est-ce qui revient à chacun de ces niveaux et comment s'articulent les compétences et attributions de ces différents niveaux. Donc je pense que ça, c'est un chantier qu'il nous faudra résoudre. Alors, sur le plan sanitaire, plus précisément, on s'est rendu compte qu'on a un système hospitalo-centré, c'est-à-dire que
tout repose sur l'hôpital public. Tout repose sur l'hôpital public. Les autres acteurs, alors je ferai par exemple remarquer que le secteur hospitalier privé, clinique, qu'elles soient lucratives ou non lucratives, ont complètement disparu du paysage. Ont-elles été mobilisées? Ont-elles joué un rôle? On n'en sait rien. La médecine libérale a été un peu évoquée, mais à mon sens, tout ça est inorganisé, ça n'a pas véritablement été maîtrisé, on ne sait pas. Donc on a un système qui provoque la crise de l'hôpital, d'ailleurs, c'est que le moindre problème remonte à l'hôpital et c'est l'hôpital qui doit absolument tout gérer, tout prendre en charge. Je suppose que là encore, il y aurait une réflexion à avoir dans un système de santé qui de toute façon est très difficile à piloter, ce qui explique beaucoup les incohérences et difficultés, parce que, comme on le sait, le système de santé français, c'est un système qui est écartelé entre des financeurs qui ne maîtrisent pas la demande, des prescripteurs, qui sont les professions médicales, qui sont elles-mêmes atomisées en une multiplicité de décideurs et qui prescrivent, et des demandeurs, qui sont les patients, qui ne prescrivent pas et qui ne payent pas. Autre aspect du système sanitaire, le système sanitaire a tenté de se réguler depuis quelques années, depuis les réformes Juppé de 96, justement, avec la création des ARS, ARH d'abord, puis ARS, et puis la loi de financement de la sécurité sociale, avec un système où on part de la base, on essaye d'identifier des besoins, et puis ensuite on essaye de réguler une offre en affectant des ressources financières pour développer cette offre. Donc c'est un système qui paraît rationnel, mais cette rationalité repose sur la possibilité d'anticiper les besoins, de les construire, de les faire remonter, de les consolider au niveau national et d'y faire correspondre des ressources. Or, le Covid nous a montré qu'il y a des épisodes dans lesquels aucune anticipation n'est possible. Donc, en quelque sorte, la réponse ne préexiste pas, elle n'est pas calculable. En quelque sorte. Donc là, on a eu une prise à revers de la logique générale de structuration du système. Voilà les quelques remarques que je voulais faire. Et alors, je vais terminer par une remarque ultime. Cet épisode, qui est un peu inconnu, qui nous a replongé, puisque sur le plan strictement médical, on n'avait pas connu d'équivalent, mais dans quelque chose qui ressemble un peu à la drôle de guerre 1939, septembre 39, mai 40, hein, où on a vu aussi une nationalisation de l'économie, l'État prendre la main sur l'économie globalement, réorganiser les productions, etc., etc. Donc là, on est un peu dans cette logique. La question qui se pose, et je pense qu'à cet égard, je vais plutôt personnellement exprimer plutôt un regret, hein, c'est que c'est une conjoncture qui aurait pu permettre, disons, à une part importante de l'arc politique français, c'est-à-dire, au fond, les partis de gouvernement, si vous voulez, qui vont de la droite conservatrice de gouvernement à la gauche socialiste, je mets de côté les courants qu'on pourrait qualifier entre guillemets de populistes, c'est une conjoncture qui aurait pu permettre, et qui peut encore, mais je n'y crois pas, permettre de réfléchir à une forme d'union nationale pour essayer de mettre en place un dispositif qui relance notre économie, qui la réorganise, surtout dans un contexte où d'ailleurs les enjeux écologiques justifieraient que l'on réfléchisse au secteur qu'il faut privilégier, etc., etc. Or, ce qu'on a vu, c'est à nouveau, hélas, le tempérament politique bien français, hein, où chacun voit dans la crise ce qu'il a toujours dit, la vérification de ses préjugés habituels. Hein. Donc, au lieu de s'interroger et de se poser des questions, on revient sur ses vieilles lunes habituelles, on reprend son sillon, hein, et puis naturellement on le fait dans une perspective agonistique, une perspective de conflit, vous voyez, qui est bien français, où on pense que la citoyenneté, c'est être contre, dire que l'État ne fait pas son travail, que ça va mal, que tout va mal, alors qu'on pourrait espérer, ce qui se produit dans les pays d'Europe du Nord d'ailleurs, qui procèdent plutôt eux de cette façon-là, on pourrait espérer que, au lieu de chercher des problèmes, on cherche des solutions de façon collective, et que
au lieu de provoquer des dissensus, on essaye de trouver des compromis. C'était une occasion de le faire. Je pense très raisonnablement qu'elle est ratée une fois de plus. Il y a eu quelques occasions dans les 20 années qui ont précédé de se comporter de cette façon-là. C'est un nouvel échec. Je le regrette. C'est la constante d'un tempérament politique qui pense que, au fond, rien ne vaut que le conflit, que l'opposition, que poser les problèmes et ne pas se préoccuper de savoir comment on pourrait raisonnablement les résoudre. Voilà la remarque ultime que je voudrais faire. Bon, merci Robert Lafaure pour vos réponses qui introduisent bien notre débat. Et, on va s'efforcer en tout cas avec nos adhérents et notre fédération à être inventifs. Donc il n'y a pas de virus pour ça, mais nous l'avons quand même dans nos gènes. En tout cas, merci. Et puis je vous dis donc en décembre, puisqu'on a différé cette manifestation du 15 juin sur nos journées d'études de décembre. Merci beaucoup et très bel été à vous. Avec plaisir, merci.